carton, sur du plastique, etc. Bref, sur des matériaux de récupération, parce qu'il faut dire que la plupart de ces artistes, en tout cas ceux qu'avait rencontré Claude Massé, étaient des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui étaient très désargentés, souvent qui ne vivaient qu'avec les minima sociaux, etc. Et donc n'avaient pas les moyens d'acheter des matériaux chers et sophistiqués, etc. Donc, voyez, on commence à dessiner un peu le portrait de ces artistes singuliers. Et qu'est-ce qui fascinait Claude Massé, et qu'est-ce qui, je pense, a fasciné aussi Jean Dubuffet dans la recherche de ces artistes-là, c'est peut-être retrouver le geste originel de la création artistique. C'est-à-dire, je veux dire par geste originel, un geste dépouillé justement, dépouillé de tout lien à une culture, à une pratique, à des codes particuliers, voilà. Échappant à tout cet environnement, retrouver une forme de naïveté originale, quoi, du geste d'artiste, du geste créateur finalement, dans sa nudité, hein, on pourrait dire, dépouillé de tout enjeu sociétal tel que le marché de l'art peut le poser aujourd'hui. C'est surtout pas une critique, qu'on se comprenne bien, hein. Je ne suis pas en train de là faire une critique de marché de l'art. Ça existe, c'est comme ça, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que la peinture est liée aux questions économiques. On sait très bien que dans l'histoire de l'art, bon, les périodes de grande production de peinture, de grandes écoles de peinture, à la Renaissance, au XVIIe siècle, correspondent toujours à des moments dans les sociétés de grosse progression économique, de grande richesse et de croissance, de croissance économique. Voilà. Bon, donc tout ça a toujours été lié, c'est pas nouveau, c'est pas neuf, mais à côté de ça, on peut retrouver ce forme de geste original et originel de la part de gens qui sont totalement en dehors de ces circuits-là et de ces enjeux-là. Et Claude Massé en avait recensé plus d'une centaine dans le département. Il s'est intéressé à une quinzaine, une vingtaine d'entre eux, et avec qui il a travaillé, qu'il a exposé, etc. Et je voudrais terminer par cette anecdote. Il me parle à un moment donné, il me parlait qu'au début de leur rencontre, il n'était pas trop intéressé, Massé, par le fait de les exposer à ces gens-là. C'est venu de dire, mais quand même, on va les montrer, on va les sortir de chez eux. Il y en avait un, je crois qu'il habitait à Estagel, qui était, si mes souvenirs sont bons, qui cachait son travail sous son lit. Il ne voulait absolument pas que son travail soit vu par qui que ce soit, et Claude a dû aller à plusieurs reprises chez lui, souvent, pour le persuader de tirer ses réalisations de sous son lit pour les montrer, etc. Mais il y avait un rapport au fait de montrer aussi qui était extrêmement compliqué chez ces gens-là, d'autres qu'il a exposés et qui ont pris goût tout de suite à l'exposition, qui ont vu aussi l'intérêt économique qu'ils pouvaient en tirer. Quand vous êtes au minima sociaux et que tout d'un coup vous faites une exposition et que vous vendez 7, 8, 10 tableaux et que vous vous rendez compte que ça vous met du beurre dans les épinards, bon, ça peut vous donner des idées, etc. Et Claude, un jour, m'avait dit, repensant à tout cela, je crois que c'est quelque part dans le livre, mais je n'ai pas retrouvé l'endroit exact, il me dit, à des moments, quand je repense à cette période et aux expositions que j'ai faites avec des gens comme Pépé Vigne, dont on a une œuvre ici, là, dont Claude a été un découvreur, etc., qui était de Elne, Pépé Vigne. Paris, il a fini à Elne. Il a fini à Elne, voilà. Pépé, ouais. Et c'est ça. Et donc, il disait, j'ai le sentiment, parfois, quand je repense à cette période, de les avoir trahis à ces gens-là, quelque part. En montrant leur travail, d'avoir trahi quelque chose dans leur démarche et en les faisant entrer finalement dans des problématiques de relation à la société et à la question de la production artistique, etc. Et voilà. Et Claude avait cette ambiguïté en lui de dire fallait-il ou pas montrer ces artistes.
Alors Pépé Vigne, pour terminer, puisque Jean-Pierre montre un tableau de Pépé, Pépé Vigne, c'est un très bel artiste dont des œuvres figurent dans les collections d'art brut à Lausanne de Jean Dubuffet, puisque certains des artistes, Claude a envoyé des œuvres à Jean Dubuffet, qui les a intégrées dans la collection de la Fondation à Lausanne. Pépé Vigne est très original sur la signature. Une des caractéristiques de Pépé Vigne, c'est que toujours il y a sa signature qui fait partie intégrante du travail du tableau. Et une anecdote sur Pépé Vigne, pour vous dire le rapport à l'exposition du travail et comment ces personnages pensaient leur relation à l'exposition. Ils avaient organisé le jour une exposition de Pépé Vigne dans un café d'Elne. Et Pépé Vigne avait accroché tous les tableaux au plafond. Parce qu'il avait dit, les gens vont me les voler dans le bistrot, et donc pour pas que les gens puissent toucher les tableaux ou éventuellement en prendre un sous le bras et partir, il avait fait l'accrochage. L'accrochage était au plafond, ce qui fait qu'au vernissage, tout le monde était laissé au plafond pour voir les œuvres de Pépé Vigne qui avait exposé son travail au plafond. Bon, c'est une anecdote, c'est vrai, mais ça dit quand même quelque chose de la relation de ces personnages qui n'avaient pas une relation naturelle à l'exposition, et peut-être que l'artiste dira un mot. Moi, je veux dire un petit mot par rapport voilà, à ça chez terminé, Florence. C'est que moi, c'est pas Florence les cache pas sous son lit, mais moi, à la maison, j'ai des œuvres de Florence partout. Dans les placards, voilà. Et donc, à un moment, ça débordait tellement, bien que j'en ai exposé aussi sur les murs, etc., que je me suis dit, devant tant d'envie créative, il faut les montrer. Bien sûr. Et éventuellement qu'il y en ait d'autres qui aient le plaisir de les avoir chez eux. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas une démarche, spontanée. Je pense que Florence aurait pu continuer à produire comme ça pour me les amener à la maison, et que j'aurais pu continuer à les stocker, à les garder, à tourner, à en regarder sans que ça freine le geste créateur. Tout à fait. De quelque manière. Tout à fait. Et ça aussi, c'est intéressant. Pour moi, ce qui est aussi, après d'autres auront peut-être une autre idée, mais moi, ce qui pour moi signe l'artiste, c'est le fait que ça ne s'arrête pas. Enfin, c'est pas juste, on fait pas un tableau pour faire plaisir une fois, mais c'est le côté répétitif de l'acte artistique, qui continue, qui signe l'artiste. Jean-Pierre. Pour continuer, c'est Claude Massé. Bon, un jour, je suis allé chez lui et je l'ai trouvé avec Laurent Danchin, qui a fait ce très beau livre dans la collection Découverte, et qui est mort à peu près en début 2007, comme Claude. D'accord. Et il m'apprend qu'il a payé le livre chez Gallimard. Je ne savais pas que Gallimard faisait payer ses auteurs dans cette belle collection Découverte. Donc là, il y a tout un historique de la rue, avec des documents, des textes. C'est très intéressant. C'est dommage, c'est un format un peu petit, mais enfin. Claude Massé faisait des découpages aussi. Donc on m'avait donné un découpage pour ce livre, pour presse littéraire. Tu l'as celui-là? Oui. Tu l'as celui-là? Oui. Oui? Non. Oh, alors tout le monde. Bon, aussi. Et puis bon, tu n'as pas parlé, mais il faisait surtout les patotes. Mais non, mais je n'ai pas parlé trop de Claude en tant que son travail. Bon, je le montre Claude dans la relation à l'art brut. Je l'ai apporté. Donc les grands patotes en catalan, c'est une sorte de poupée en liège, puisqu'il travaillait surtout le liège. Il en a fait des milliers, et chacun avait un nom particulier. Tous les gens qui connaissaient. Bon, voilà. Patote, c'est le poupon. Comment? C'est le poupon. Bon, voilà. Il a fait un très beau livre avec Claude Delmas, les Catalans sont des patotes. Là, il faut lire ce beau livre chez Rabocal. Voilà. Bon, alors. Tu le reprends dans les mains. Celui-là? Ouais. Voilà, c'est fait avec du liège, donc, et puis des bouchons de champagne, des bouchons de liège. Et ça, il s'appelle Raoul Despira. Il a fait en 1990. Il me l'a donné, voilà. Il était très gentil, mais parfois très susceptible, et je me suis fâché. J'avais commencé des entretiens avec lui, on s'était un peu fâché, et on s'est revus au Festival de Collioure l'année dernière, tous ensemble, c'est pas Terrapol, au stand de Trabucaire. Là, il n'était pas content de Père Figuère. Père Figuère reprend un peu
découper les chaînes. Bon, enfin, c'est un... Bon, je sais pas, il y a tellement de choses à dire sur l'art brut. On ne l'a pas tout à fait défini parce qu'on l'appelait au départ l'art des fous. Hein, c'est Marcel Richard, en 1907 déjà, qui parlait des fous, des aliénés, puisque les premières collections, c'était des médecins, des psychiatres qui ont pris des œuvres d'aliénés en Allemagne et en Suisse. Bon, après, il y a eu Marx Ernst, les surréalistes qui se sont emparés de l'art brut et qui l'ont imité. Et puis, bien sûr, c'est Dubuffet, le grand théoricien en 1945, qui a eu du mal à définir l'art brut. On le définissait par rapport au primitif, à l'art naïf, l'art des enfants. Bon. L'art brut, c'est ceux qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de savoir, qui n'ont pas fait les beaux-arts. Et donc Dubuffet faisait une critique. Tous les Perpignanais désormais, donc. Comment? Tous les Perpignanais désormais. Voilà. C'est dommage que. Il y avait quand même à Bages le musée de l'art naïf, qui n'est pas resté, que les Belges l'ont installé en Belgique, je crois, les Belges. Et puis, bon, dans le département, on n'a pas tellement reconnu. Il n'y a pas un musée sur Tête. Non. Il n'y a pas un truc à Is-sur-Tête. Ah, il y a sur tête, il y a le centre d'art sacré, mais il n'y a pas. D'accord, non, je ne sais pas. Pas d'art brut, je pense pas. C'est une impression. Il y a la galerie de André Robert, mais il n'y a pas de. Bon, le département n'a pas reconnu même Claude Massé n'a pas été reconnu. Hein. Ah oui, puisque c'est à Bègle. Voilà, il a dû donner sa collection à Bègle, il a musée. Donc il avait proposé à Perpignan. D'art brut. Voilà. Donc il était assez amer, cette histoire-là. Bon, maintenant, l'art brut a beaucoup de succès, il y a beaucoup de lieux. Il n'y a pas que Lausanne, il y a Villeneuve d'Ascq, il y a la Fabuloserie aussi, il y a Léa le Saint-Pierre à Paris. Bon, il y a beaucoup de choses. L'art brut a été récupéré et certains vendent pas mal. Hein. Oui, pas. On peut défiscaliser avec l'art brut. Bon, alors je vais vous montrer peut-être tout à l'heure Tu veux qu'on les plus éteigne célèbres. Oui, peut-être. la On peut lumière faire un tour d'horizon. Voilà. Ça c'est Serge chez Claude Massé. Moi j'y vois. Pour lire, je vais rien voir. Hein. Que j'avais fait l'interview. Non. C'est pas d'où ça sort, c'est toi? Ben, il me semble, oui. Ouais, c'est peut-être. Bon. Alors je vais présenter Aloïse. Alors, Aloïse, elle est née à Lausanne, 1836-1964. Après avoir terminé ses études secondaires, elle exerce la profession de couturière, mais rêve de devenir cantatrice. Elle occupe ensuite un poste de gouvernante à Potsdam, à la cour de Guillaume II. Elle s'éprend de l'empereur, vivant une passion amoureuse imaginaire. La déclaration de la guerre l'oblige à rentrer en Suisse. Aloïse manifeste. Dont la déclaration de guerre l'oblige à rentrer en Suisse. Elle manifeste alors des sentiments religieux avec tant d'exaltation qu'elle est internée en 1918 à Cerisy-sur-Lausanne, puis à l'asile de la Rosière à Gimel-sur-Morge. Voilà. Donc elle travaille en cachette, utilisant la mine de plomb et de l'encre. Elle se sert aussi du sucre de pétales, de feuilles écrasées et de pâte dentifrice. Son support d'expression est du papier d'emballage, cousu avec du fil, ça vous donne des idées, hein, ou des enveloppes, des morceaux de carton et des revers de calendrier. Aloïse est l'auteur d'une cosmogonie personnelle, peuplée de princes, princesses et d'héroïnes historiques. Voilà, le thème du couple amoureux, ainsi que sa passion pour le théâtre et l'opéra, prédomine dans son œuvre. Donc c'est quand même, c'est vraiment de l'art, hein, c'est pas très net. Hein. Oh, c'est pas mal. Tandis que l'art brut n'est pas de l'art, mais là, je vois que c'est une belle œuvre. Ensuite, on peut parler d'Auguste Forestier. Là.
Le passé. Tu l'as passé? Ouais, là. Ouais, voilà. Auguste Forestier. Il est né en Lozère. Il est issu d'une famille d'agriculteurs, fasciné depuis toujours par les trains, un peu comme le Pépé. Il fugue à plusieurs reprises par son moyen de locomotion. Un jour de 1914, il provoque le déraillement d'un convoi en accumulant des cailloux sur les rails. À la suite de cet incident, il est interné à l'âge de 27 ans dans un hôpital psychiatrique où il demeure jusqu'à sa mort. Il assume son établissement quelques travaux de manutention. Durant son temps libre, il dessine au crayon de couleur, fabrique des médailles qu'il arbore fièrement et sculpte des os de boucherie qu'il se procure dans les cuisines de l'institution. Plus tard, il aménage un petit atelier dans un couloir de l'hôpital où il taille des personnages, des animaux et des figures anthropomorphes dans des morceaux de bois récupérés à l'aide d'un tranché de cordonnier. Miguel Hernandez, je ne sais pas si je l'ai mis. Miguel Hernandez, oui là. voilà. 1949-1947. Il est mort en 1957. Il exerce divers métiers, dont celui de coiffeur, avant de participer à la guerre d'Espagne dans les rangs opposés au général Franco, donc républicain. Emprisonné ensuite en France dans un camp de concentration, il commence à dessiner à l'âge de 46 ans. Après sa libération, il s'établit dans un petit atelier à Paris où il réalise des peintures à l'huile. Ses œuvres de couleurs vives sont peuplées de personnages aux membres sinueux et au visage étrange. Donc il fait un personnage, le corps et un visage. C'est pas les communs. Forestier. Mais non, Miguel Hernandez, c'était. Ensuite, l'or. L'or pigeon. Ah là là. L'or pigeon. Bon, il est né à Paris en 1882, mort en 1965. Sa mère blanchisseuse de profession décède quand Laure a 5 ans. La fillette est alors élevée par sa grand-mère paternelle en Bretagne. La jeune fille reçoit une éducation stricte. À 29 ans, elle se marie à un chirurgien dentiste contre le gré de sa famille. Après 22 ans de vie commune, elle se sépare de son époux, dont elle découvre l'infidélité, et s'installe dans une pension de famille. Elle y rencontre une femme qui l'initie au spiritisme. Une quinzaine d'années plus tard, elle déménage dans un appartement de la région parisienne où elle pratique le spiritisme en solitaire. Elle réalise ses premiers dessins qu'elle soustrait à tout regard et auxquels elle attribue un caractère médiumnique à partir de 1935. Elle trace à l'encre bleue ou noire des figures abstraites dans un système de lacis complexe et ténu. Les dessins contiennent des messages, des prophéties dont l'écriture, sous l'effet de la transe, est incertaine, voire illisible. Ses œuvres seront découvertes après sa mort à son domicile. Donc maintenant, un des plus connus, c'est Émile Ratier. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ratier. Issu d'une famille de paysans établis dans l'ouest de la France, à Sauturac. Cultivateur, le jeune homme quitte l'exploitation agricole pour partir au front en 1914. De retour de la guerre, il rejoint la ferme familiale et devient marchand de bois coupé, puis sabotier. À partir de 1960, Émile Ratier traverse une période de dépression, alors que sa vue baisse progressivement jusqu'à une cécité totale. Dès l'affaiblissement de sa vision, il commence à travailler le bois, plus particulièrement l'ormeau, avec lequel il fabrique des sculptures mobiles animées de manivelles et d'autres mécanismes sonores.
les bruits et les grincements lui permettent de vérifier la finition de l'objet ainsi que sa mobilité, mais en plus il n'y voit pas. Ces travaux représentent essentiellement des charrettes, des nuages, des animaux, mais aussi la tour Eiffel, ainsi que toutes sortes de véhicules insolites. L'atelier des Mulratiers est situé dans une grange, à l'arrière de sa ferme. Il y accède par un ingénieux système de fil de fer suspendu en hauteur, sur lequel il fait glisser sa main. C'est étrange, hein? Un débit incroyable. Hein? Vous en avez assez? Oui. Mais montre un Oui, PPV, vous en avez assez? montre un PPV, je veux que tu en as des PPV, Oui, montre un PPV. voilà. Pépé, il est là. J'ai vu qu'il y en avait deux, on Ouais. peut voir. 1978, Pépé, il est là. Ah oui. Ah, mais c'est un peu le mien, c'est une voiture là, avec la signature. Il y a toujours la signature en très grand intégré dans Avec la date. le tableau. C'est des crayons de couleur ou des bics sur Oui, du des papier crayons de simple. Donc, il s'appelait Joseph Vigne, né en 1920, mort en 2007. Il est né à Paris, dans une famille de 5 enfants. Il est accordéoniste dans les bals publics, chanteur et vit de divers petits boulots. Le jeune homme décide de quitter la métropole suite à une grève dans l'usine où il est employé pour s'installer dans le petit village d'Elne. Il commence à réaliser en 1960, à l'âge de 40 ans, ses dessins au stylo bille qu'il colorie au crayon de couleur et dont les thèmes récurrents sont les fleurs, les bateaux, les voitures, les avions, les trains, les églises, les baleines, les poissons, les instruments de musique, les cuisinières à gaz et les chœurs. Souffrant d'une forte myopie, lui aussi, il travaille le nez presque collé à son support, lequel est constitué tantôt de feuilles de papier, tantôt de morceaux de carton ou de chutes de contreplaqué. Toutes les pièces de sa maison regorgent de dessins empilés les uns sur les autres qu'il conserve dans des sacs en plastique. Tu as vu sa maison? Non, non, pas du Non. tout. Non. C'est là. Montrez dans l'obscurité, c'est vrai. C'est surtout une photo noir et blanc. Non, il y a une Quand assemblée Paul de Massé l'a chats. connu, il dormait dans un tonneau. Parce que Diogène. quand il était petit, son père, pour le punir, l'enfermait dans un tonneau. Et donc il avait récupéré un tonneau et il avait couché le tonneau dans une pièce et il dormait dans un tonneau. Je confirme, c'est ma faute. Un des plus connus, Quand je t'ai filmé avec lui la dernière Oui, c'est toi, un des plus connus, c'est Wolfli. Adolphe Wolfli. Voilà. Ah mais j'en avais un autre de Pépé Vigne. Ah non, c'est une vidéo et puis. Ah ben là, il y a son portrait. Oui, Il y a son ça vient de portrait. montrer. Il y a son portrait. Là. Sa nuque. Voilà. Il y a la nuque brute. Très net. Très net, très net. Wolfli. Et puis après, on fera quelques petits échanges Oui. de questions. Oui. Jean-Pierre? Oui, 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 je montre celui-là. Ah, il est magnifique. hein. C'était Voilà. la première question. Wolfli. Sophistiqué. Il est né dans le canton de Berne. À 7 ans, il est abandonné par son père qui est tailleur de pierre. L'enfant reste seul avec sa mère durant 2 ans, avant d'être placé dans des familles paysannes où il travaille comme chevrier et valet de ferme. Par la suite, il devient bûcheron, puis manœuvre. Quelques années plus tard, il est arrêté pour attentat à la pudeur et est emprisonné. À sa sortie, il récidive. Il est alors interné en 1899 à l'hôpital de la Waldau, près de Berne, où il demeure jusqu'à sa mort. Il commence à dessiner, à écrire, à composer de la musique à 35 ans. Son œuvre comprend 25 000 pages, où se déploient des compositions graphiques réalisées au crayon de couleur, mais aussi des collages, des créations littéraires et des partitions musicales. Dans ses dessins, des personnages dont les yeux sont cernés d'un masque se mêlent à des notes de musique, des pans de texte et des formes aux couleurs vives. Les éléments ornementaux ont une fonction aussi bien décorative que rythmique. Voilà. Magnifique, merci. Oh, c'est magnifique.
faut peut-être rassurer notre artiste quand même, tout le monde ne sort pas des asiles de fous, tout le monde n'est pas promis à l'asile de fous parce qu'il peine. Voilà, ça. Voilà. Jean-Pierre vient de te remettre en parole. Bon, alors l'objectif de tout ça, c'est quand même de débattre avec vous. Si vous avez des questions, des interrogations suscitées par ces différentes présentations et réflexions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, la question, c'est dans la politique municipale culturelle de destruction du centre-ville, est-ce que c'est de l'art brut ou juste de l'art brutal? Est-ce que c'est de l'art d'abord? Oui. Je laisserai Serge répondre. Alors, Thierry. J'ai une question qui a fait fureur pendant plus d'un mois là, sur février concernant Christine Angot, qui présente une émission, je crois que c'est, qui a dit, mais pour être artiste, c'est pas possible. On peut pas devenir artiste comme ça quand à la sortie de l'école. Les artistes, c'est sûrement un plan B. D'abord, on fait c'est parce que son plan A a été échoué qu'on fait le plan B. Je voudrais savoir pour vous, qu'est-ce que cette phrase peut vous faire, parce que je ne dis pas la réaction sur Facebook. Il a fallu quand même que je donne mon opinion là-dessus, mais j'en donnerai après, parce que c'est vrai que... Déjà, je dirais qu'Angot n'en est pas une ânerie près, dans ce qu'elle raconte. Elle fait mieux d'écrire plutôt que de parler, parfois. Alors, elle va écouter ton conseil. Mais, parce que c'est une belle écrivaine en plus. Mais voilà. Non, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par là. Ça ne veut strictement rien dire. C'est tout simplement qu'elle joue le personnage d'Angot, personnage du XVIIe siècle, dans les pièces de théâtre de la Comédie Française. Cette femme simple qui d'un seul coup devient riche à foison, et puis qui va jouer, et puis bon, ben, c'est tout. Quand je regarde, j'ai plus l'impression de me plonger dans un retour en arrière théâtral, où c'est qu'elle est en train de littéralement de nous offrir la richesse du XVIIe siècle, et tout le monde qui plonge dedans. J'avoue que c'est pas mal vu. Bah oui, bien sûr. J'y ai pas pensé, mais c'est pas mal vu. C'est ce que j'ai répondu sur Facebook, du coup, ça, terminé, plus personne n'avait rien à dire. Et je peux vous dire que le nombre de j'aime et le nombre de rires, ça a été transformé, quoi. Bon, ensuite, c'est mon impression personnelle. Hein. Bon, j'ai écouté qu'une seule fois, c'est cette phrase-là. J'ai cherché après, en gros, j'ai essayé de chercher, parce que j'aime bien chercher. Quand un artiste il sort quelque chose, j'aime bien savoir pourquoi il sort quelque chose. Et en règle générale, ça monte pas. C'est-à-dire que son propos, il est double. C'est à la fois la nécessité, enfin, elle prône une certaine nécessité à faire de l'art, à avoir une culture, enfin, ou avoir une éducation pour faire de l'art. Et en même temps, elle a l'air de dire qu'on ne peut être artiste que si on a échoué. Je ne sais pas, non? Ça peut être interprété comme ça. Je considère qu'elle a échoué elle-même, puisqu'elle est... Peut-être, voilà. Bon, c'est... Ce qui est assez caractéristique des artistes dont on a parlé, alors c'est vrai pour tous ceux qu'avait recensé Claude Massé dans le département, mais quand Jean-Pierre tout à l'heure donnait les dates, quelques dates repères par rapport aux artistes qu'il a présentés, c'est que généralement, on retrouve cette caractéristique chez beaucoup d'artistes d'art brut. Ce sont des personnes qui viennent assez tard à l'expression artistique. Alors, regarde, bien sûr, il faut le distinguer vraiment des dessins d'enfants qu'on peut avoir dans les crèches, etc. Ce sont des gens qui, dont l'expression artistique s'épanouit un peu tard. Alors, je ne sais pas s'il faut en tirer une leçon, une conséquence, une généralité, etc. Mais la plupart du temps... Ou qui n'ont pas fait les beaux-arts, en fait. Ah non, mais ça, ils ont jamais fait ça. Hein. Ils n'ont jamais. Alors là, ce sont vraiment des artistes qui n'ont jamais mis les pieds dans une école d'art de quelque nature que ce soit. Pardon. Non. Mais en tout cas, ceux qui ont été présentés là ont tous été reconnus à titre posthume. Donc ça veut dire que dans leur époque, comment ils étaient considérés, ils n'étaient pas du tout considérés, d'autant plus qu'ils étaient tous avec des vies complètement en dehors du monde ordinaire. Marginaux. Ils étaient complètement marginalisés, soit parce qu'ils avaient des problèmes de santé, soit parce qu'ils avaient des problèmes de santé mentale. Van Gogh et Gauguin n'ont pas été reconnus à leur époque non plus. Il est clair que Dubuffet, il est clair que la fondation Dubuffet, Lausanne, etc., tout le travail de recension et de présentation qu'a fait Dubuffet a contribué à donner, n'a pas contribué d'ailleurs, à donner un statut à ces artistes auquel jamais ils n'auraient accédé s'il n'y avait pas eu tout ce travail de Dubuffet pour mettre leur...
leur travail en avant. Voilà. Mais voilà, mais c'est comme notre artiste là, avec cette exposition, tout d'un coup, il y a une dimension qui change dans son rapport. Enfin, je ne sais pas si ça pourrait mieux en parler que moi, mais j'imagine que c'est quelque chose qui bouleverse un peu son... non oui et non. Oui et non. D'accord. Je garde la tête... Non, oui et non. Je ne me considère pas encore comme une artiste, moi, malgré... Non, honnêtement, non. Je sais pas si... Mais tant mieux. Ça veut dire que ça n'entame pas votre... Voilà. Non. Je suis très contente d'être ici, d'être reconnue, mais après, non, c'est... On est artiste, dès qu'on rentre dans une galerie et dans un musée, ça c'est Marcel Duchamp qui est à l'origine, quand il a créé la pissotière qu'il a appelée Fontaine, c'est un outil, c'est un objet manufacturé qui n'a aucune valeur artistique, mais il suffit, il a montré qu'il suffit de le mettre dans un musée pour que la critique, les professionnels et tout le monde, les bourgeois, le considèrent comme une œuvre d'art. Et donc maintenant l'art contemporain c'est un peu ça, je trouve. Ils exploitent Duchamp, on fait des installations, on fait des trucs. Il y a souvent un concept très intéressant, mais la réalisation est très décevante. Hein. L'art contemporain, c'est ça. Mais je trouve que depuis 100 ans, ils imitent Duchamp, qui est à l'origine de cette critique de l'art contemporain. En fait, moi, ce qui me touche beaucoup, ce qu'on appelle l'art brut, c'est cette humilité. Justement, dans le discours actuel, de l'art actuel, il y a beaucoup de postures. Oui. Donc, ce qui fait, pour enchérir le point que vous dites, pas tous, hein, mais il y a énormément de blabla, de concepts, et la réalisation, finalement, c'est un peu vide. Et c'est ce qui est intéressant des artistes bruts qui se disent non-artistes, c'est cette richesse, ce monde intérieur, en fait, qui est pas qui est ni dans la posture, ni dans le... Ça ne répond pas forcément le tendance, ça ne cherche pas à s'inscrire dans des tendances. Voilà, tout à fait. Ce qui est frappant dans ce qu'on a vu, et dans ce qu'on voit sur ces murs, etc., dans l'art brut, c'est que... comment dire, il y a une grande diversité. C'est difficile de faire un lien entre tel artiste et tel autre artiste. On voit bien, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme qu'employait Claude Massé pour désigner ces personnages, des singuliers, parce qu'il y a véritablement une authentique singularité dans leur production, mais qui s'explique par le fait qu'ils la font chacun dans son coin, le nez sur son travail, et en ignorant totalement ce qui se passe à côté, etc. Alors que l'art contemporain, l'art dans le marché de l'art professionnel, etc., il y a des tendances, il y a des courants, il y a des... Parce que les intentions de départ ne sont pas les mêmes. Oui, voilà, exactement les contextes. Dans tout ce qu'on a vu, moi je suis pas spécialiste en art brut, hein, mais un peu plus dans l'art contemporain, c'est que ces gens-là, ces artistes-là, ils étaient d'ailleurs pas considérés à l'époque comme des artistes. Et ça s'est défini plus tard. Bien sûr. Donc dans la conscience de leur travail, ils faisaient de manière assez instinctive et primaire, hein, je dirais, de toute leur production. Et alors qu'aujourd'hui, dans ce qu'on peut considérer comme étant d'abord qui définit qu'on est artiste ou pas, déjà, est-ce que soi-même on peut se définir comme artiste ou pas? Moi, c'est surtout la question de l'écho. En art contemporain, il y a une réponse à ça. C'est le marché. C'est ça, oui, mais alors, si on ne rentre pas dans le marché, est-ce que c'est de l'art? Ça, c'est encore une autre question. Mais le statut d'artiste dans l'art contemporain, dans l'art pictural contemporain, il y a un des critères importants de reconnaissance d'un artiste en tant qu'artiste professionnel, c'est ce qu'on appelle le marché de l'art. Et si vous rentrez dans une galerie et si vous devenez le poulain d'un galeriste, etc., vous avez tout de suite... Qui reconnaît ces trois vous avez une cote. Vous avez une cote et vous devenez artiste. Qui fabrique la cote définit l'artiste. C'est quelques médias et c'est tout. Hein. C'est les bookmakers qui fabriquent l'artiste. Ceux qui ont le marché. Les gens qui font les beaux-arts et qui pour autant n'arrivent pas à sortir de l'anonymat, en fait, ils sont quand même des artistes. Oui, dans l'âme. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cela? C'est un investissement aussi de c'est une conscience. On dirait que l'artiste, comment se définit, est-ce qu'on est artiste ou pas? Est-ce que c'est simplement le côté de la reconnaissance en dehors de son atelier qui fait qu'on est artiste ou pas?
Moi, c'est vraiment ça que je- L'art, jusqu'au début du XXe siècle, c'était créer la beauté. C'était ça, l'art. C'est-à-dire, la beauté, c'est créer du plaisir. Hein. Mais la notion de beauté a été détruite à partir de Baudelaire, déjà. Et maintenant, l'artiste ne veut pas créer de beauté. Hein. Il a une idée, et l'important, c'est le point de vue de celui qui regarde. On n'est plus dans la question esthétique. Voilà. On n'est plus dans la poligne. Non, c'est la question du point de vue. L'œuvre est recréée par celui qui la regarde. C'est le voyeur, c'est le promeneur qui recrée l'œuvre. L'idée de beauté n'existe plus. Chacun prend le sens qu'il trouve. Hein. L'art était lié aussi à la reproduction du réel. À partir du moment où on arrive à la photographie, oui, c'est une cause de daguerréotype, commence à se poser des questions. C'est de l'impressionnisme, puisque reproduire tel l'art Pompier des choses précisément, n'a plus intellectuellement d'intérêt. C'est sûr. Et, une des réflexions que je me suis faites par rapport à l'exposition de Florence, elle est due au... Il y a un galeriste qui est venu la voir. Et il m'a fait des remarques qui, pour moi, étaient des remarques de galeriste et de professionnel. C'est-à-dire Florence, dans sa peinture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle ne mélange pas les couleurs. Donc elle, si je ne me trompe pas, hein, Florence, hein, elle achète des tubes de peinture et après elle fait ses œuvres avec la peinture brute. Voilà. Or, pour moi, une des premières choses, moi qui ai fait un tout petit peu d'atelier de peinture, quand on fait à l'école, comme tous les lycéens, une des premières choses qu'on vous apprend, c'est à mélanger les couleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une obsession des profs d'art. Ils vous font faire les 3 couleurs primaires et en avant, le jaune et le bleu fondu vert et le rouge et le bleu fondu, etc., etc. Et on apprend ces couleurs primaires. Je me rappelle encore il fallait acheter le jaune cyan, ou non, le jaune citron, le bleu cyan, le rouge, je ne sais plus quoi. Il y a des appellations techniques, etc. Et donc, ce qui m'a frappé dans le travail de Florence, c'est qu'il n'y a pas de mélange et pour autant, il y a un vrai sens des couleurs et une vraie capacité à l'association. Voilà. Et c'est d'autant plus amusant que parfois elle a des palettes de couleurs étonnantes puisque dedans il y a des paillettes, il y a tout un tas de coloris qui ne sont pas des coloris classiques que l'on trouvera dans l'atelier, que l'on trouvera dans les magasins de peinture peut-être plus professionnels parce que je ne sais pas où vous avez acheté vos peintures, Florence. Là, donc elle l'achète dans des magasins où elle a des bons prix. Voilà, et donc selon les périodes, selon les bons prix, ça retrouve ce que... Voilà, on a des tonalités ou alors des peintures avec des paillettes vertes ou des fois mauves ou des fois des peintures qui sont très brutes et très... comme celle-ci qui est plus, moins pailletée, d'autres qui sont plus psychédéliques, enfin bon voilà, et donc moi ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai senti dans le regard du galeriste que c'était des choses comme ça qui le perturbaient quant à son appréhension habituelle de la peinture. Et c'est vrai que c'est assez intéressant pour moi qui m'intéresse à l'art contemporain, à l'art en général, qui aime les expositions et les musées, de voir comment quelqu'un qui est formaté pour, je dirais, un monde de l'art professionnel, a du mal à se séparer de ses habitudes d'observateur habituel. Et je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la reconnaissance des artistes, etc. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive sur le... Quelqu'un qui voudra arriver sur le marché de l'art, on lui demande son pédigré, qu'est-ce qu'il a fait comme étude, d'où il vient, où est-ce qu'il a exposé, etc. Et l'art brut, c'est un peu aussi ce que vous disiez sur le retour à une création et à quelque chose de pur. Ce qui est intéressant, par rapport aux gens qui s'intéressent à l'art, c'est que ça fait revenir, et tu l'as cité tout à l'heure, à cette idée de geste originel ou de création originelle. Parce que je trouve que ça a ceci de fascinant, c'est que voilà, c'est inspiré effectivement par aucun mouvement de peinture, etc. Enfin, rien. Et c'est pas dans une école particulière. Il n'y a pas de courant ou d'influence réciproque avec d'autres artistes. Et il y a cette capacité à créer quelque chose qui soit vraiment
de la créativité pure, pas transformée. Et c'est ça qui est assez fascinant. Mais il ne faut pas se limiter à ça quand même. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on fait une œuvre, quelquefois, il faut qu'on a quelque chose à raconter. Oui, oui, sûrement. Sinon, ça veut dire quoi? C'est abstrait. Qu'est-ce qu'on racontait? Qu'est-ce qu'on raconte? Je sais pas si c'est... Peu importe. Parce que c'est une peinture très lumineuse. Et on a l'impression qu'il y a une recherche du bonheur, de la joie. C'est ça? Quelque chose d'infini. Ah, c'est spirituel alors. Oui, pour moi, c'est... Il y a quand même, c'est sensuel, il y a un plaisir sensuel, des couleurs, des formes. Oui. Moi, c'est plutôt l'infini, l'infini. Ah bon. Ça représente quand... C'est géométrique. Quelque souvent. chose de l'au-delà. C'est ce... Ah. Voilà, il y a quelque chose de l'au-delà dans ce que je ressens moi. Pas dans tous mes tableaux, pas dans tous. C'est pas des sentiments, ce sont des idées d'au-delà. Mais oui, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Quelque chose d'infini. Vous avez un plaisir de dessiner. Ah oui. J'ai l'impression de dessiner. Oui. Ça me détend, comme je l'ai dit, je peins pour le plaisir de peindre. Parce qu'à la fois il y a de la répétition, mais c'est quand même très varié. Hein. Les formes changent très souvent. Hein, c'est difficile de changer comme ça de forme tout le temps. C'est très facile pour moi. C'est très facile. Moi, je prends le pinceau et je ne réfléchis pas, en fait. Après, il m'arrive de repeindre sur le même tableau parce qu'il ne me plaît pas. Un artiste normal, il doit avoir la technique et connaître l'histoire de l'art pour ne pas répéter. Est-ce que vous travaillez régulièrement? Vous travaillez souvent et beaucoup? J'ai travaillé souvent et beaucoup pour Clotilde. Sinon non. Sinon, je ne peindrai pas. Mais comme ça a plu, mes tableaux ont beaucoup plu. Ça m'a motivé. D'art. Ah non, j'achète rien du tout. Non, c'est moi qui a offert. Quand elle dit pour moi, je pense que c'est parce qu'il y a eu un moment où le fait d'avoir un écho, voilà, elle s'est mise à produire. Et comme je trouvais ça bien, elle a continué à produire. Mais oui, moi j'ai produit sans... Et quand je te dis produire, j'en ai 4 fois comme ça chez moi au moins. C'est... Voilà. Mais pas ça plaisait à chaque fois. Et donc pour me faire plaisir, et d'ailleurs je ne garde aucun de mes tableaux. Vous ne dessinez que pour Clotilde. J'ai dessiné pour d'autres personnes. Pour moi un peu maintenant. Pour vous, d'accord. Vous ferez un pour moi. Oui, d'accord, avec plaisir. Ce ne sont que des portraits de Clotilde. Au ciel, mon mari. Non, sérieusement, tous les tableaux que j'ai peints, je ne peux pas les garder. Même le début, non, il faut que je les offre. Je dois les offrir. Chez vous, vous n'exposez pas chez vous? Il n'y a aucun... Je ne peux pas chez moi. Je ne peux pas garder mes tableaux chez moi. Ils me plaisent, hein, je les admire, et après, il faut les donner. Mais oui, vous les avez en vous, les tableaux. Non, que je les oublie, moi. Vous les avez dans la tête. Mais je ne peux pas les garder chez moi. Il n'y en a aucun chez moi. Aucun. Je ne peux pas. C'est étrange. Ouais, je ne peux pas. Il faut que... C'est pour offrir. Je les fais pour les offrir. Mais voilà, si je les vends, tant mieux. Mais en fait, c'est pour les offrir que je les fais. Après, c'est appelé, tant mieux. Oui, c'est ça, ils étaient désintéressés complètement. Ils n'avaient pas de rapport avec l'argent. Florence, si je n'avais pas ils étaient en prison, de les vendre, elle ne les aurait pas vendus. Hein. Du reste, c'est moi qui ai mis les prix au hasard, hein. Très, très sincèrement. Voilà. Par contre, c'est elle qui gagnera l'argent des tableaux. Hein. Vous imaginez pas que je me transforme en marchande. Non, c'est moi qui... Voilà, mais c'est vrai que Florence n'a pas un rapport monétaire à sa peinture. Ça viendra. Tu vas me la perturber. Je sais pas. D'autres remarques ou questions ou réflexions? Moi, il y a une question que tu as posée. Qui arbitre? Qui arbitre? Ah oui, c'est une bonne question. Ça, je pense qu'à mon avis, on n'en tient pas assez compte de cet arbitre, parce qu'il n'y en a qu'un seul. C'est comme, je suis poète, et j'ai fait aussi du slam, beaucoup de slam à Paris.
Donc j'ai fini sur la finale Coupe du Monde de Slam Poésie sans jamais avoir été gagné ou quoi que ce soit. C'était parce qu'il y avait une panne, donc il fallait meubler. Donc voilà, Philippe, donc moi, donc voilà. Et donc, ce qui est très important, quand il y en a qui disent mais qui a été ton professeur? Je dis ben, moi j'ai eu le plus grand professeur, et d'ailleurs le plus grand juge aussi, puisqu'il n'y en a qu'un seul, et ils sont d'ailleurs c'est le même, c'est le public. Parce que des fois il suffit que quelqu'un me sorte un mot, hop, ça fait du 20 lignes, hein, tout plein d'autres lignes, tout plein d'autres trucs, et ça m'a donné envie de continuer à écrire. Bon, c'est vrai que le premier poème était pour un artiste, j'ai cru qu'elle allait m'arrêter là, et puis mon de pause, ça a continué jusqu'à... Donc ta question c'est qui arbitre? Qui arbitre, pour moi, Serge, qui arbitre? Je me sens tout petit là. Je sais pas. Est-ce que c'est pas le hasard? La destinée? Non, le public, oui, par rapport à un art qui se montre, qui se donne à voir, oui, on peut penser que le public sur... Aussi, il faut dire que la réalité, la vie créatrice, mais il y a aussi la carrière, c'est deux choses. Donc, qui arbitre,